Eh bien, c'est parti pour ce tout premier podcast solo. Il est temps de faire le bilan de cette année à Bali. Donc, on va revenir un petit peu sur tout ça. Je vais tout vous expliquer, tout vous raconter. On avait prévu de le faire avec Nico, mais là, il est un petit peu malade. Il va se reposer de toute façon. Sur ce podcast-là, il n'allait pas beaucoup interagir parce que ça allait être juste mon bilan. Donc, il aurait juste eu à m'écouter, peut-être des fois un petit peu à me poser quelques questions. Mais voilà, là, j'ai écrit tout ça ce matin. Ça m'a permis aussi, moi, d'éclaircir un peu tout ça, de faire un bilan sur tout ça. Je vous invite vraiment, quand vous avez des expériences comme ça, à prendre le temps. Moi, je préfère le matin le faire quand je suis frais mentalement. J'écris un petit peu tout ça. Et du coup, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui et je vais le partager dans ce podcast. Mon avion est dans à peine 2 heures. Il est ce soir à 9h40, mais je pars de la Bali Time Chamber à 17h. Donc, il faut que je me dépêche, que je vous fasse le bilan. Là, je viens de faire un battle avec un powerlifter pro. Donc, ça sera bientôt disponible sur ma chaîne YouTube. Je vous encourage vraiment à aller voir ça et à soutenir. C'est vraiment, vraiment important. Vous savez très bien ma mentalité concernant le street lifting. Il n'y a pas que les 1RM, il y a aussi les battles comme ça, les ST. Donc voilà, allez voir tout ça. Mettez beaucoup de force dans les commentaires, c'est vraiment, vraiment important pour moi et pour la suite des projets, tout simplement. Donc voilà, je compte sur vous. Allez, c'est parti, on ne perd pas plus de temps. Donc, ça va faire 1 an, jour pour jour, que je suis à Bali. En effet, j'étais parti directement après la FNSL l'année dernière, donc qui se tenait à Paris. Et après, j'avais pris mon avion à Charles de Gaulle. Et j'étais parti direction Denpasar, Bali. Donc ouais, c'était sur les coups du 16 décembre. Donc on va revenir un petit peu sur tout ça. Mais juste avant, j'ai écrit un peu les objectifs que je m'étais noté en venant ici. Mon but, c'était vraiment de m'entourer de gens dans le même domaine que moi pour continuer à évoluer, parce que je suis persuadé de quelque chose, c'est tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Ça paraît trop con comme ça, mais c'est vraiment vrai. Il y a eu des discussions avec des gens qui sont passés sur mon chemin, tout simplement, qui ont changé vraiment ma vision de voir les choses, qui m'ont ouvert de nouvelles perspectives. Et je me sentais vraiment appelé par cette île Bali. Et je savais qu'il fallait que j'aille voir tout simplement. Donc, mon but, c'était ça, de m'entourer de gens plus avancés que moi, plus âgés aussi, mais qui partagent la passion du sport. Ça, c'était vraiment, vraiment important pour moi. Mais la passion de l'entraînement couplée avec la passion du partage, de partager sur les réseaux, de partager ses connaissances, de partager ses expériences. Donc, c'était vraiment ça que je suis venu chercher. Des gens ambitieux aussi. Des gens qui n'ont pas peur d'avoir des rêves, d'avoir des objectifs à long terme et qui se donnent les moyens et qui sont dans l'action. Donc, je sentais qu'il y avait une énergie qui m'appelait. Je devais venir avant le fameux je ne vais pas dire la suite, allez, on s'en fout, le fameux Covid. Mais du coup, après, il est tombé, donc tout était fermé, donc je ne pouvais pas venir à Bali. Mais je pense que heureusement que ça s'est passé comme ça. Je vais vous expliquer après pourquoi. Donc voilà, ça, c'était les choses principales. Et ensuite, le dernier point, un peu pour aussi m'auto-convaincre d'une certaine manière, c'était pour améliorer mon anglais. Mais je sais quand même, en venant ici, que c'était pas mon ordre de priorité premier. Je me connais. Je suis vraiment, je suis quelqu'un qui met beaucoup de temps à comprendre, que ce soit mentalement ou physiquement. J'ai besoin de temps. Et il faut que je m'investisse à 100% dans un domaine pour avoir des résultats. Et là, je sais que j'avais d'autres trucs un petit peu qui m'appelaient plus que l'anglais, mais ça s'est un petit peu quand même amélioré, donc on aura le temps de revenir sur tout ça. Donc, chronologiquement, comment ça s'est passé ? En décembre, je suis arrivé donc à Denpasar, c'est l'aéroport, et je suis allé directement Ubud, parce que j'avais un ami à moi qui m'attendait là-bas. On devait partir en fait ensemble de Bretagne jusqu'à Bali, mais il y a eu la compétition, la FNSL, qui est tombée entre-temps. Et je venais de finir Final Rep et je voulais continuer ma préparation. Donc, je lui ai dit, est-ce que ça te dérange que je te rejoigne après ? Et puis, au pire, on part tous les deux quand même. Et lui, non, il est parti 15 jours ou 20 jours avant, donc tout seul à Bali. Et il m'a attendu. Et du coup, directement après, je l'ai rejoint parce qu'on avait prévu ça en Bretagne ensemble, Brice, si tu écoutes ce podcast, petit big up.
Je le considère un petit peu comme mon grand frère parce que on a des grosses discussions. Donc voilà, c'était lui, c'est un mec justement qui voyage beaucoup et on s'était dit ça. Vas-y, j'ai envie d'aller à Bali et il m'a suivi. Donc encore merci à lui et j'ai hâte de le retrouver en Bretagne. L'histoire qu'on se raconte tout ça parce que moi je suis resté et après il est parti. Donc voilà, c'était un peu la remise en contexte et il y avait aussi Charlie PN pour ceux qui savent un petit peu, c'est celui qui m'a inspiré, qui m'a donné envie de commencer le street, le calisthenics, donc, parce que je regardais ses vidéos sur YouTube à l'époque. Et du coup, voilà, il était à Bali et on s'est revus là-bas, on s'était déjà vus en France. Et voilà, on a partagé aussi un bon moment tous les deux à Bali. Je vais vous raconter tout ça aussi. Du coup, je suis arrivé à Ubud et là, j'ai rien compris à ma vie. On m'a direct mis sur un scoot. Donc mon pote, ça faisait déjà 20 jours qu'il était là, donc il était un petit peu adapté encore, un petit peu. Et Charlie, ça faisait un moment qu'il était là aussi, puis il était déjà venu. Et il y avait André Strong aussi. Et je me rappelle, on était partis à la cascade direct. Je comprenais rien, on roulait de l'autre sens qu'on roule en France. Et c'était n'importe quoi, mais je kiffais trop. Ça me sortait vraiment de ma zone de confort et j'étais là, c'est pour ça que je suis venu ici, de rien comprendre. Je prenais baffe sur baffe dans ma gueule. On changeait presque tous les 2-3 jours de guest house. Donc c'était vraiment un environnement que je connaissais pas du tout et puis un mode de vie que je connaissais pas du tout, parce que j'ai l'habitude de contrôler mon environnement et là c'était tout nouveau pour moi. Donc vraiment très très intéressant. J'ai été mis directement dans le bain et moi je vous encourage vraiment à pas tout prévoir, à juste y aller et on verra bien ce qui se passe. Et j'aurais pu, non, le scout, j'attends un peu quelques jours. Non, vas-y, on y va, c'est comme l'entraînement. Et on verra bien ce qui se passe. Et à un moment, on s'adapte, on n'est pas des faibles, on est des putains de bonhommes qui s'adaptent, on est des êtres humains, on est un organisme vivant qui s'adapte à tout ce qu'on lui met dans sa figure. Donc j'étais persuadé de ça. Donc voilà, pour le premier point. Donc ce que j'ai noté, c'est plein de variations. Et j'ai noté soit tu t'adaptes ou tu meurs. Et c'était vraiment ça, je me suis fait des petites frayeurs. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, eux, ils étaient habitués, donc ils roulaient comme des malades et j'arrivais pas à les suivre, je comprenais rien à ma vie. J'avais un vieux scout, enfin bref. C'était un peu la remise en contexte. Et ce qui est marrant, c'est que très rapidement, milieu décembre, je crois que c'était le 25 décembre, je captais rien à ma vie, je suis venu à la Bali Time Chamber pour la première fois le 25 décembre, mais à l'époque, c'était pas du tout ça. C'était, moi, je suivais Nico depuis très longtemps, peut-être 3-4 ans. J'ai suivi toute son aventure avec son application The Motion Concept quand il était en Australie. On en parlait hier. Moi, ça m'a toujours en fait. Il m'a influencé énormément sur le fait de pouvoir s'entraîner partout, juste avec le sol, son corps, juste des anneaux. Je me rappelle, je voyais ses stories où il était en Australie. Il avait un van et dans son van, il avait une barre d'haltéro, des plates. Et il sortait ça, il allait sur la plage, il faisait de l'haltéro, je trouvais ça fou. Et je me rappelle, je faisais la même chose après dans mon jardin comme un con en Bretagne. Et c'est ça, c'est vraiment cette vision du sport que j'ai en moi, c'est de pouvoir évoluer tout le temps, n'importe où t'es, ne pas être dépendant de matériel, de pas être dépendant du contexte. C'est vraiment, on s'adapte et c'est ça que je suis venu chercher et que j'avais déjà en moi, mais j'avais vraiment du mal parce que pour progresser, il faut être très spécifique, etc. Mais je sentais que juste soulever des poids, ça me rendait pas en fait heureux en vrai, vraiment, parce que je me sentais pas libre, je me sentais cloisonné dans une prison un petit peu. Je me suis dit, mais si j'ai commencé ce sport, c'est pas pour ça, c'est pour partager des putains de moments dans des parcs en étant libre, en s'entraînant tous ensemble. Même après en emmenant des poids dans le parc et en évoluant comme ça, mais pas pour m'enfermer dans une salle avec de l'équipement. Si tu enlèves l'équipement, tu peux plus performer comme tu voudrais. Donc voilà, j'avais toujours ça en moi, mais c'était difficile. Typiquement, on en parlera, mais le handstand push-up, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu avoir. Me dire, putain, mais avec ce mouvement, tu peux faire du push n'importe où t'es. C'est incroyable. Mais j'arrivais pas parce que j'avais pas assez l'envie en fait de l'avoir. J'étais trop dans mon confort encore. Et c'est en étant à Bali, je me suis dit, attends, sors-toi les doigts du cul là, on va essayer de tenir sur les mains, parce qu'avant j'arrivais pas, je me trouvais des excuses avec mes poignets. Et là, ça a commencé à venir et je me sens plus libre que jamais et c'est ça que je suis venu chercher.
Donc, ouais, pour revenir dans le contexte, je suis venu ici à la Bali Time Chamber. Donc, ça s'appelait, je crois, Munduk Cabin à l'époque. Et c'était la première fois, si je me trompe, première fois que je rencontrais Nico de manière physique. Et il était avec son pote Nicolas Mercadier. Pareil, dédicace à toi, celui qui nous a fait les dessins pour le podcast. N'hésitez pas à le contacter. Il est très, très fort. Nico War. Et sur Instagram. Et du coup, je me rappelle, juste là où on est, dans ce studio, on avait fait une séance on avait fait du squat, des tractions. J'avais fait un one arm à 10 kilos. J'étais trop content. Et voilà, c'était une super expérience. Et ouais, je me rappelle, c'était le 25 décembre. Donc, il y avait sa famille et tout ici. Et moi, j'étais arrivé, vas-y, on s'entraîne. Enfin bref, c'était marrant. Et du coup, je suis resté 2-3 nuits, mais j'avais pris un truc à côté. Et après, j'étais j'avais fait une montée de volcan avec mon pote, justement, mon pote français Brice, pendant 12 heures. Donc 6 heures montée, 6 heures descente. C'était la première fois que je faisais ça, mais c'était surtout les conditions en fait. Parce qu'ici, en décembre, c'est la saison des pluies. Et nous, on va monter un volcan qui est le deuxième plus haut d'Indonésie. C'est pas le premier. Je n'ai pas fait encore le plus haut. Peut-être un jour, je le ferai. Donc, pour ceux qui connaissent, j'ai fait le Mont Agun. Et ouais, c'était des conditions de merde. On avait froid, il pleuvait. Et surtout, moi, ce qui était dur, c'est que je suis arrivé en haut et je pensais aller avoir une super vue et tout. En fait, non, c'était dangereux en haut. Il y avait plein de vent et tout. Du coup, j'étais là, ah ouais, c'est pas dingue. Normalement, le but, un peu, c'est la métaphore de la vie. C'est tu fais des efforts, tu travailles, mais en haut, tu es récompensé. Là, j'avais pas eu la récompense. En fait, après, tu dois redescendre. Et la redescente a été pire parce que j'ai fait que tomber parce que j'avais pas d'équipement approprié. Mais franchement, une très très bonne expérience humaine. Ça, c'est les choses quand même que j'ai envie de faire de plus en plus plus tard. C'est comme les marathons, les Ironman ou même l'endurance. C'est ce que je disais. C'est t'as toujours cette petite voix qui te dit vas-y, arrête, c'est bon, c'est fini. Et non, tu dois tout le temps repousser. Et c'est là qu'on voit si tu as vraiment un mental ou non. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'endurance pour ceux qui connaissent en calisthénique. Quand tu as un set, un circuit, tu dis non, encore une rep. Mais qu'on retrouve peut-être un peu moins dans la force des fois. Mais c'est deux choses différentes. Mais moi, je veux avoir tout. C'est vraiment un écosystème que je veux contrôler, disons. Donc voilà, pour un peu la remise en contexte dans un premier temps jusqu'à décembre. Et après, de janvier à mai, j'ai vécu la vie classique à Bali, à Canggu, donc dans la chaleur, avec le trafic. C'est blindé à Canggu pour ceux qui connaissent. C'est là aussi où j'ai découvert la joie de tomber malade, le fameux Bali Belly, qui m'a porté quand même pas mal de... qui était un peu compliqué à surmonter parce que je sais que on va en parler aussi, c'est un pilier sur lequel que je veux m'exprimer, mais je sais que j'ai un système digestif, que j'ai un système immunitaire de faible, mais là, ouais, j'ai pris claque sur claque. J'en ai eu 3 d'affilée et à la 3e fois, je suis allé à l'hôpital parce que j'étais vraiment pas bien du tout. Et je pense que j'ai attrapé une bactérie, un microbe que je traîne encore toujours parce qu'en fait, ici à Bali, ce que j'ai fait d'un point de vue nutrition, c'est au début, je connaissais rien et puis on découvrait, on mangeait à l'extérieur parce qu'en plus, on n'avait pas de cuisine où on logeait. Donc, on mangeait à l'extérieur. Donc voilà, progressivement. Après, Charlie, il connaissait déjà, donc il nous emmenait dans des endroits sûrs. Mais voilà, tu commences à avoir des choses pas top au niveau des sels, disons. Et après, progressivement, je commençais à tomber de plus en plus malade. Donc, OK, on enlève les restos un peu à risque. On surveille vraiment les restos dans lesquels on va. Et après, petit à petit, je me suis dirigé sur non, maintenant, je prends que des endroits où je peux cuisiner et je contrôle ma nourriture pour essayer de tomber le moins souvent malade. Parce que du coup, ici à Canggu, à Bali, en fait, c'est que dans les restos, les règles d'hygiène, ils s'en battent les couilles. Franchement, ils s'en foutent. Donc, tu peux attraper vite une petite bactérie qui traîne parce que c'est pas, ils lavent pas proprement, on va dire, tous les ustensiles de cuisine, etc. Des fois, les œufs, ils peuvent, comme il fait chaud, ils peuvent tourner un petit peu. Donc, tu as vite à attraper des choses. Après, il y a toujours pareil, il y a des gens qui attraperont rien, qui sont vraiment résistants. Et les gens comme moi, qui sont faibles, et dès que tu leur mets des nouveaux trucs, ils ont du mal à s'adapter et ils tombent malades. Donc voilà, ça a été quand même assez difficile au début parce que je me posais des questions. Je me disais, ça va peut-être être compliqué de rester ici. Si je tombe malade comme ça, c'est pas vivable, c'est pas une vie. Donc voilà, non, mais après, progressivement, ça s'est fait. J'ai contrôlé, j'ai appris.
Et voilà, c'est une expérience parmi d'autres. Ensuite, du coup, en mai, je suis parti dans le sud, donc à Uluwatu, dans le sud de Bali, où il y a les belles plages, avec Charlie et sa copine. Et à partir de là, c'est là où, donc lui, avec Charlie, ils étaient allés faire, ils étaient sortis un petit peu avec sa copine. Et moi, Nico, il me dit, je suis ici aussi à Uluwatu. Donc c'est là où on a fait la première vidéo à Bamboo Fitness, rappelez-vous, sur ma chaîne YouTube, pour ceux qui veulent aller voir. On a commencé à parler des EMOM, des choses comme ça. Et voilà, là, on a connecté pour la deuxième fois. Et derrière, donc on a mangé un peu ensemble, etc. Et derrière, on a parlé plus d'un point de vue long terme, d'un point de vue business aussi, hein, tout simplement, sur WhatsApp, etc., un peu nos visions. Donc ça a commencé comme ça, donc tout est allé très vite. Et c'est après que, du coup, j'ai lâché la villa dans laquelle je logeais à Canggu. Donc j'avais fait deux mois avec Charlie. Ensuite, Charlie, il est parti avec sa copine. Ensuite, j'ai dit à Baki et Ludo de venir dans la villa. Donc on était tous les trois, mais en fait... j'ai pas passé un jour avec eux parce que directement quand ils sont arrivés, moi je suis parti en fait ici, dans le nord de Bali, avec Nico, où là on a commencé vraiment à parler sérieusement de nos projets, etc. Donc lui il a son projet physique ici et moi ça faisait 2 ans, 2 ans que 2 ans, je crois 2 ans ou 3 ans que je faisais mes programmes en ligne spécialisés sur le calisthenics. Et c'était ce que j'étais venu chercher. Quand je suis arrivé à Bali, j'avais mes programmes d'endurance, débutant, intermédiaire, confirmé. Ensuite, l'année d'après, j'ai sorti juste le programme avancé, donc juste endurance. Donc pour moi, j'avais fini l'arc un petit peu, le pilier endurance, et je voulais m'attaquer à la force. Mais je voulais m'entourer parce que l'aventure allait mieux ensemble, quoi. J'avais pas envie, parce que c'est énormément de boulot, surtout quand tu commences. Et autant l'endurance, c'était tout nouveau, j'étais dans le feu de l'action et tout, c'était cool. Et là, j'avais envie de partager quelque chose ensemble et de confronter les idées pour que le contenu soit encore plus qualitatif derrière. Et Nico, c'était la bonne personne pour ça parce que je considère que c'est déjà, comme vous l'avez vu dans mes vidéos YouTube, comment je l'ai présenté, c'est l'athlète complet par excellence et qui est très très bon en force quand même. C'est pas par rapport, on va dire, par rapport au standard de street lifting, il est inférieur, mais parce qu'il n'utilise pas d'équipement. Donc, il faut remettre toutes les choses dans son contexte. Et croyez-moi que sur un battle, il est très, très, très dur à apprendre parce qu'il est bon partout et il a un gros pourcentage de force. Donc, c'est là où on a commencé à collaborer, qu'on a créé le fameux système Ascension que vous connaissez maintenant. Donc, le système Ascension, c'est 18 semaines de force. Donc, le programme, je vais l'appeler le cycle fondation, 8 semaines, le cycle évolution, 8 semaines, et pour finir, le cycle expression, 8 semaines. 6 semaines, pardon. 6. Putain, je suis toujours aussi nul en maths, les gars. Faut m'aider. Hein. Non, 6, ça fait 12, et le dernier, 6, donc 18 semaines en tout. Donc vous pouvez, maintenant, ils sont disponibles, hein, vous pouvez prendre le cycle fondation séparément, le cycle évolution, le cycle expression, ou tout compris, c'est ce qu'on vous encourage à faire parce que c'est comme ça qu'on l'a créé, mais après on voulait quand même donner la possibilité à chacun de prendre le cycle qu'il voulait, même si on considère, on conseille vraiment de commencer par le fondation parce que c'est là où il y a le plus de volume, où on construit les bases de la pyramide, les bases de la maison, et après on vient augmenter l'intensité progressivement, optimiser progressivement avec l'évolution et l'expression. Donc voilà, c'était la première fois que je travaillais avec quelqu'un sur un projet comme ça. Ça m'a rappelé un peu, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, mais les projets communs qu'on a à faire au lycée, au collège. Et c'est intéressant en vrai. C'est pas facile au début, c'est parce que surtout quand tu as ton truc, tu as ta vision, il faut discuter, il faut communiquer, mais c'est hyper enrichissant, quoi. C'est hyper enrichissant parce que tu as une autre vision. Du coup, ton temps, il est utilisé différemment, tu te concentres sur là où tu es le plus fort, etc. Donc vraiment, c'était hyper enrichissant. Et du coup, on a sorti ça en juin, il me semble, les programmes de force, donc système ascension et les blocs de manière individuelle. Donc voilà, on est très très content de ça. On a eu des très 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 bons retours, des très bons résultats. Alexis, si tu entends ce podcast, qui nous a sorti 130 kilos en dips. Ensuite, il y a eu plein de perfs
en traction, en dips, en squat, parce que c'est ça l'objectif de ce programme, c'est d'augmenter votre force en traction, en dips et en squat. Mais là, ouais, la dernière anecdote, c'est celle d'Alexis avec son fameux 130 kg en dips, monstrueux. Donc voilà, c'est basé sur les méthodes EMOM, donc c'est ça aussi ça a été un vrai game changer de découvrir ça. Et c'est Nico qui me l'a fait découvrir déjà à Uluwatu, donc dans le sud. Et après, il m'a expliqué tout le concept et je me le suis approprié et on a créé ensemble le système Ascension avec lui sa vision et moi ma vision. Donc voilà, c'était un petit peu la remise en contexte. Maintenant, on va partir sur les différents piliers. Je me suis fait un peu un récap pour chaque pilier. Donc, le premier, celui qui nous intéresse tous, le fameux pilier entraînement. Donc, d'un point de vue entraînement, donc là pour l'évolution des piliers, je vais parler vraiment de manière spécifique sur mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, de mai, 8 mois à la Bali Time Chamber. Donc là, on part dans l'arc, dans le bilan Bali Time Chamber. C'est parti. Donc le premier pilier, comme je vous ai dit, c'est l'entraînement. Donc ça a été un vrai game changer. Pourquoi ? Premier point, ce que j'ai noté, c'est la mobilité. Moi, je suis raide comme un bâton. Et je me rappelle avec Nico, je disais, putain, en squat, j'aimerais trop pouvoir m'accroupir comme ça et être en position de repos. Pour ceux qui ne connaissent pas, par exemple, ici en Indonésie, les Indonésiens, ils sont comme ça, ils s'assient. Ils travaillent pendant des heures et des heures et des heures, comme ça, accroupis. T'es là, tu fais, putain, des jeunes, des anciens. Et toi, l'Européen, t'es raide, t'arrives même pas à faire un squat, t'as mal au dos, t'as mal partout. Et il me disait, mais en fait, moi, je prends beaucoup d'exemples sur eux, et eux, ils passent énormément de temps, en fait, dans cette position accroupie. Et il me disait, la mobilité, c'est bien tous les trucs qu'on voit sur les réseaux, contractés, relâchés et tout, mais en fait, il faut juste passer du temps. Et ça a été un game changer parce que le fait d'avoir la salle ici à proximité, j'ai fait beaucoup plus de mobilité que ce que je faisais avant, et du coup, j'ai progressé. Je m'étirais beaucoup plus, je me passais beaucoup plus de temps accroupi. Aussi au niveau de mon extension d'épaule, comme je me blessais très souvent au pec, en fait, c'est parce que ici, j'étais très limité. Pour ceux qui voient le podcast en vidéo, là, j'étais ici et je ne pouvais pas aller plus loin. Alors qu'il faut avoir plus de 90 degrés parce que sinon, tu mets énormément de tension sur ton pec. Et du coup, je me rappelle, j'arrivais même pas à faire, je ne sais plus le nom de l'exercice, mais tu t'accroches aux anneaux, tu fais une espèce de galipette là, et pour avoir travaillé ton extension d'épaule. Et ça, je l'ai fait tous les jours, et puis maintenant, ça va beaucoup mieux. Bon, là, j'ai pas trop fait de lourd, donc, au début, j'ai fait un peu de lourd, mais depuis, je me suis pas blessé au dips, donc ça peut être lié. Donc voilà, ça, c'est le premier point, mobilité. Ensuite, j'ai expérimenté pour la première fois 2 entraînements par jour. Je me suis toujours dit qu'un jour, je testerais. Parce que quand tu atteins un certain niveau, faut pouvoir mettre plus de volume. Et comment tu mets plus de volume, tu t'entraînes plus souvent. Mais la meilleure chose à faire, c'est de s'entraîner 2 fois par jour pour ça. Donc, j'ai pu expérimenter tout ça. Au début, ça a été difficile parce que je faisais le système Ascension le matin, la force, donc le système Ascension, la force le matin, et mon programme avancé le soir, en fin d'après-midi. Et entre les deux, je faisais une sieste tout simplement. Mais c'était trop. Le programme avancé, pour ceux qui l'ont fait, il est dur. Donc, c'était dur nerveusement. Mais j'ai découvert plein de nouveaux trucs, quoi. Le fait que tu te réveilles de ta sieste, t'es fatigué, t'as pas envie de t'entraîner, mais tu le fais quand même. Et voilà, j'ai flirté un petit peu avec la surcharge, où des fois, je m'entraînais peut-être un peu trop, donc c'était pas du tout optimal. Tu commences à ressentir des petites douleurs, des petites choses comme ça. Mais voilà, je voulais expérimenter. C'est ça la vie, c'est expérimenter. Et là, c'était vraiment le bon lieu pour faire ça parce que tu as le chaud, tu as le froid, tu as le sauna, tu as la bouffe qui est parfaite, donc tu récupères super bien. Tu n'as aucune distraction, tu as un sommeil qualitatif. Donc, il n'y a pas de meilleur endroit en fait pour expérimenter ça. Mais parfois, voilà, j'en faisais un peu trop. Pas sur la séance, mais en fait de manière globale. Donc, j'ai optimisé un petit peu tout ça. Et ce qui a fait que derrière, j'ai trouvé ce qui me correspondait le mieux. Et c'est en fait de juste fonctionner avec des EMOM, quoi. J'avais déjà les EMOM le matin avec le système Ascension, mais l'après-midi, je faisais encore... C'était trop dur, quoi, avec mes programmes avancés. Donc, c'est là où je me suis dirigé en endurance sur des EMOM. Et c'est là où, parfait, je pouvais digérer un haut volume en très peu de temps
et avec du coup beaucoup plus de temps alloué à ma récupération. C'était des séances beaucoup plus denses et là, il y a eu vraiment un vrai game changer que j'ai ressenti. Donc voilà, au niveau des EMOM, donc c'était la première fois que je pouvais aussi expérimenter force et endurance en même temps et sur la même journée. Avant, c'était, moi ce que je conseille, c'est ça, ceux qui veulent faire de la force et de l'endurance dans un premier temps, si tu es débutant, tu fais juste force pendant 4-6 semaines, après tu fais endurance 4 à 6 semaines. Quand tu commences à être intermédiaire confirmé, tu peux faire lundi force, mardi endurance, mercredi repos, jeudi force, vendredi endurance. Et quand tu commences à être vraiment expérimenté, tu peux faire les deux dans la même journée. Et c'est ça que j'ai voulu expérimenter. Donc, je suis quand même monté à 115 kg en dips. Donc, ça, c'était un objectif que je m'étais fixé. 78 kg posés en traction. Bon, ça, j'avais chuté un petit peu après FNSL parce que j'étais un peu... du coup, tu avais de la fatigue nerveuse, normal. Ensuite, je m'étais donné quand même comme objectif 140 kg en squat sans équipement. Donc, vraiment, high bar, un beau squat. Je suis resté jusqu'à 135 et j'ai loupé 3 fois, je crois, 140. Donc ça, c'était un peu chiant. Mais bon, ça sera partie remise, promis. Ensuite, j'ai eu pour la première fois des handstand push-ups. Ça, c'est un truc que j'ai toujours voulu avoir. Et j'ai découvert les fameux pistol squats aussi, où j'ai bouffé du volume. Et ça m'a fait découvrir une toute autre facette, disons, du calisthenics. Et j'avais noté mes objectifs, de toute façon, je vais vous les dire. Tac. Séance flow. Voilà. Je m'étais dit, God set, donc 50 tractions, 1 muscle-up, 50 dips, je ne l'ai pas fait encore. Celui-là, je ne l'ai pas accompli. J'avais mis 10 one-arm anneaux, mais je me suis chauffé. C'était quand j'étais dans un bon cycle, mais on ne peut pas tout faire en même temps. Barbarian, meilleur record, ça c'est fait. Squat, j'avais mis du coup 150 sans équipement. Ça, c'est pas fait. J'ai fait le feignant là-dessus. Et voilà, en fait, c'est ça. Quand j'étais sur le cycle Barbarian, je faisais plus trop de jambes, du moins en lourd, parce que ça me coûtait sur le Barbarian. Donc, j'ai dû faire quelques choix dans mes objectifs. J'avais mis dips 115 kg, donc ça, c'est fait. 10 handstand push-up, hier, j'ai fait 7. Donc, ça, très, je suis pas loin du tout. Donc, trop bien. 20 secondes front lever. Ça, je l'ai eu. Bon, maintenant, j'ai plus du tout 20 secondes, mais ça, je l'ai eu. Pareil, ça aussi, c'est un truc que j'ai testé pour la première fois, de faire front lever tous les jours. Voilà, dès qu'on passait devant la barre avec Amine, si tu écoutes ce podcast, on était en front et je suis monté jusqu'à 20 secondes et après j'ai chuté, je suis reparti à 10 secondes, c'était trop dur. Donc c'est ça l'entraînement aussi, c'est ça c'est une vraie science. Tu montes et après t'exploses. Et j'avais aussi muscle up, lesté à 30 kg, easy, j'avais marqué, et vu que j'ai validé un 3x1 à 30 kg, ça a été validé. Donc voilà, tu vois, quand je revois ça, quand tu revois un peu ton tour en arrière, parce que je vous dis, quand j'ai mis ces objectifs, je me suis dit, mais t'as pété un câble. Comment tu vas réussir à faire un God set et augmenter ton ARM en squat? Genre, les deux vont pas ensemble. À un moment, il va falloir faire des choix. Et voilà, c'est un peu ce qui s'est passé. Mais au moins, j'avais une vision sur le long terme et ça m'a motivé. Et ça m'a donné un sens à ma pratique. Donc, il y a eu quand même beaucoup de trucs qui ont été faits. Donc, ça, je suis content. Voilà. Et puis, l'objectif, c'est après de se redonner des objectifs petit à petit, quoi. Et là, j'ai jamais pris autant de plaisir dans mes entraînements. Je suis hyper motivé. J'ai découvert des nouvelles façons de m'entraîner, des nouvelles visions. Donc, c'est que le début, quoi. C'est que le début après 7 ans ou 8 ans, je crois, de calisthenics. Donc, c'est ça qui est incroyable. Donc, je vous encourage vraiment à faire ce sport. Donc, ce que j'ai noté ensuite, c'est je suis sorti de ma zone de confort pour faire ce que je voulais toujours faire. Des handstand push-up, me créer des compétences sportives pour pouvoir m'entraîner n'importe où, être libre de m'exprimer sur un arbre, au sol. Ok, j'ai pas de matériel pour faire les jambes, comment je fais? Des pistol squats, donc il faut que je travaille ma mobilité pour ça. Et là, c'est la première fois. En fait, c'est ça, c'est que c'est facile. Enfin, c'est facile. C'est difficile de continuer à progresser dans sa zone de confort. Mais tu es quand même dans ta zone de confort. Mais comme je dis toujours, moi, j'ai tellement un profond respect, par exemple, pour les powerlifters qui sont hyper spécifiques au squat, au deadlift, au bench pendant des années, parce que c'est une discipline de faire. Mais il y a aussi l'envers du décor de voir, là, t'es nul à chier, genre en course à pied, t'es nul. Travaille là-dessus et on va voir si tu fais le taf, si tu progresses. Et ça, c'est pas facile de se mettre dans l'action de ça. Et ça, j'ai réussi à le faire avec le handstand, parce qu'avant, je niais toujours le handstand.
Donc voilà, ça a été la première fois où je l'ai pas nié. Et ce que j'ai noté, c'est ne pas être enfermé dans une pratique qui demande des équipements, qui demande vraiment un truc trop fermé. Moi, je suis pas heureux comme ça et on n'a qu'une vie. Et le calisthenics, je le répète, mais je le dis toujours, si j'ai commencé ce sport, c'est pour pouvoir être libre le plus possible. Après, je fais des choix. Quand il y a des compétitions, je suis spécifique. Mais j'ai envie de toucher à tout. Après, tu vois, j'ai qu'une vie, j'ai qu'un corps. Je pourrais pas toujours faire ce que je fais là. Donc, j'ai envie d'exploiter et d'explorer le plus de choses. Voilà, c'est ça ma philosophie. Donc ensuite, ce que j'ai noté, c'est j'ai approfondi à fond le sujet des EMOM. J'ai fait des vidéos là-dessus sur ma chaîne YouTube. Donc c'est pareil. En fait, ce que j'ai mis par rapport aux EMOM, c'est que je les ai toujours utilisés. Si vous regardez mon Instagram ou même mes entraînements, j'ai fait des EMOM challenge, j'ai fait plein de trucs, mais toujours un petit peu par parcimonie. Pourquoi ? Parce que j'avais l'impression que c'était trop facile pour être vrai. Je me dis mais c'était parfait parce que ça me cadrait mon entraînement, ça me donnait des objectifs. Tout le temps à mes entraînements, j'adorais ça. Je faisais le travail en très peu de temps, donc je pouvais faire autre chose à côté. Mais je me disais, l'entraînement, ça peut pas être si facile que ça. Ça peut pas être juste 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Non, c'est pas possible. Et en fait, j'ai découvert que si. Et là, j'ai découvert une autre vision de m'entraîner. Et je suis tombé amoureux de ça, quoi. J'ai vraiment pu pousser le concept et de voir que je pouvais développer ma force comme ça, développer mon endurance comme ça. Donc, c'est maintenant une méthode que j'utilise beaucoup plus qu'avant. C'est pas la seule. Mais là, en fait, en plus, c'est ce qu'il me disait Nico. Il me disait plein de choses, tu vois, sur les mômes, mais j'étais toujours un peu dubitatif. Je dis, mais ça peut pas être aussi facile que ça. C'est pas ce qu'on nous a appris, etc. Et en fait, tu l'expérimentes et tu fais, en fait, si je récupère mieux, je m'entraîne mieux, plus vite, je suis plus concentré à mes séances. Je fais, en fait, je m'étais fait des croyances limitantes, en fait. Je m'étais dit, mais tout est parfait sur le papier, mais c'est qu'il y a un problème. Mais non, en fait, il n'y a pas de problème. C'est que ça marche comme ça, tu vois. Donc, ça a été une grosse révolution, disons. Donc, restez connectés, d'ailleurs, l'année prochaine. Restez connectés. Je dis rien de plus. Ensuite, le deuxième pilier, c'est la nutrition. Gros pilier. Donc, comme je vous ai dit dans l'introduction, je suis tombé pas mal malade, etc. Donc, c'est la première fois, en fait, d'un point de vue nutrition où j'ai fait des changements. Avant, j'avais vraiment une diète classique. En France, n'importe où j'allais, j'avais mon gros pancake le matin, ma portion de glucides, ma portion de protéines, ma portion de légumes à midi et le soir. Et voilà, je jouais juste sur le glucide. Ensuite, ici, je suis tombé malade. Donc, j'ai commencé à m'intéresser encore plus parce que je sentais que même en France, j'avais un système digestif de merde, vraiment. Par exemple, je savais que je mangeais trop de fruits, par exemple. Mais après mes repas, c'est ce que j'expliquais dans un podcast. Et souvent, j'étais ballonné de fou. J'étais pas bien, quoi. Parce que je compensais, en fait. Je mangeais peu de glucides simples, genre du riz. Mais en dessert, je mangeais beaucoup de fruits. Je me disais, c'est bon pour ma santé, machin. En fait, ça allait pas dans mon système digestif et c'était le bordel, quoi. Donc ici, en arrivant à la Bali Time Chamber, comme j'étais malade, etc., Nico il m'a dit, en vrai, un bon moyen, c'est t'enlèves tous les trucs, tu te concentres que sur la viande, point. Et après, tu rajoutes des choses progressivement. Donc je me suis dit, OK, on va expérimenter. De toute façon, ici, il n'y a pas encore le restaurant, etc. Donc, je faisais livrer en fait ma nourriture de Canggu, donc 2 heures de route jusqu'à ici. Donc, je me commandais de la viande. Et du coup, voilà, plus de glucides, plus de riz. Juste donc viande et fruits. Et là, c'est là où j'ai été le plus lourd. Je suis monté à 72 kilos. 72 kilos. Sans glucides, sans riz, sans rien. J'étais là, wow. Et j'ai l'impression que je mangeais rien, en fait. Mais c'est là où, du coup, je suis en train aussi à découvrir ça et de m'intéresser à ça. C'est cette fameuse assimilation. On parle toujours faut manger 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, machin. Mais on est tous différents. Ça se trouve, lui, je dis une connerie, sur 100 grammes de protéines, il assimile que 20 grammes parce que il est stressé quand il mange pas aux bonnes heures, etc. Tout, c'est hyper complexe, l'alimentation, c'est tout un contexte. C'est hyper contextuel et si tu manges ta viande alors que tu es hyper stressé, ça se trouve, en fait, dans 1 heure, tu vas au shot, tu t'assimiles rien. Et du coup, si ton but, c'est
Tu vois, on nous a mis dans la tête, pour prendre du poids, faut manger plus, faut manger plus fréquemment. Mais peut-être ça marche dans la majorité des gens, mais si tu as un système digestif pas au top, ça se trouve, mange moins, mais plus qualitatif, plus dense, et c'est là que tu vas prendre du poids. Peut-être, c'est que des hypothèses, mais en tout cas, moi, ça s'est avéré sur moi parce que je pense que oui, j'avais une meilleure assimilation. Ma selle était parfaite, j'étais pas en train de digérer tout le temps, donc tout mon énergie était mieux utilisée, disons, et je suis monté beaucoup plus haut comme ça. Donc très, très intéressant. Et en fait, c'est là où, à un moment, je fais 72 kilos. Je me sentais pas trop bien quand même. Et c'est toujours ça, c'est quand tu montes en poids, tu as la première phase où tu te sens pas trop bien. Et du coup, je voulais quand même retrouver sur mon poids de forme. Là, actuellement, je suis à 69 kilos et je me sens vraiment mieux comme ça. Après, par contre, pour la force, plus t'es lourd, mieux c'est. Donc là, je sentais de toute façon ma force qui montait. Mais par exemple, pour le tirage, les muscle-up, les tractions, c'était compliqué. Donc là, j'ai décidé, OK, on va réduire un peu les protéines et on va mettre un peu plus de glucides. Enfin, on va rajouter les glucides. Donc, j'ai remis du riz, des choses très simples, moins de fruits aussi. Puisque pareil, en fait, j'avais souvent quand même des fringales un petit peu et c'était pas fou. Et du coup, j'ai réincorporé le riz progressivement et ça s'est fait très bien, quoi. Franchement, là, j'ai l'impression d'avoir trouvé vraiment ma nutrition qui me va. J'ai vu que, comme je l'ai dit, j'ai un système digestif éclaté au sol. J'ai appris à mieux l'écouter. J'ai commencé le jeûne intermittent, alors que pour moi, en France, c'était strictement impossible parce que tous les matins, j'avais vraiment la dalle, j'avais faim et je me dis, c'est impossible d'enlever ça. Alors que quand je faisais du jeûne, je me sentais bien quand même. Tu vois, vraiment, je me sens bien. Là, par exemple, j'ai mangé qu'un bol de fruits. Il est 15h30, j'ai fait un battle, j'ai fait un entraînement. Je sens que mon estomac, il commence à grogner. Mais j'aime bien cette sensation. Franchement, ça me fait du bien. Et là, je vais manger un bon repas après. Et voilà, et j'écoute mon corps, je mange beaucoup plus lentement. J'essaie de bien saliver, de prendre mon temps et d'être vraiment dans une position, dans une situation confortable pour manger. Alors qu'avant, c'était trop le stress, c'était faut manger. J'ai l'impression que j'assimilais rien. Donc voilà, jeûne intermittent, très très content parce que c'était quelque chose que je voulais mettre en place depuis un moment, que j'avais du mal à mettre en place. Donc trop content sur ça. Et puis je me suis dirigé beaucoup plus sur ce que j'ai toujours voulu, une alimentation brute. Ici, de la viande, des œufs, du poulet, du poisson, du riz. Et en fait, j'ai réduit un peu mes légumes. Alors qu'avant, en France, je me rappelle, là, je faisais chier mes parents, ce que je disais. Toujours, je voulais des légumes, tu vois, toujours pour compenser, en fait, parce que j'avais mes protéines, un tout petit peu de glucides et beaucoup de légumes, beaucoup de fibres pour compenser et puis avoir cette fameuse sensation de satiété. Et là, en fait, j'ai mis plus de glucides, donc je suis rassasié et moins de végis, et du coup, je digère mieux et je suis plus productif sur ma journée et je me sens beaucoup mieux comme ça. Donc voilà. Je ressors de ça avec quelque chose où je me sens vraiment bien. Typiquement, voilà, ma journée type actuellement à Bali Time Chamber, et je sais que ça va évoluer en fonction de mes objectifs, en fonction du contexte. Quand je vais rentrer en France, ça se trouve, ça sera totalement différent. Mais avant mon entraînement, un bol de fruits, c'est tout. Enfin, avant, le matin, mon café quand même, après 1h et demie après m'être levé. Allez, attends, je vous fais ma routine, je me lève, beaucoup d'eau, hop, je bois de l'eau, je m'étire, etc. Et ensuite, je vais je m'expose au soleil. Je commence à taffer. Là, par exemple, ce matin, j'ai écrit tout ça. J'ai répondu aussi à mes WhatsApp, à mon monteur aussi pour certaines vidéos. Enfin, j'ai fait pas mal de tâches que j'avais déjà prévues hier parce que c'est des messages que j'avais déjà. Mais je me suis dit, non, c'est pas le moment de prendre des décisions. C'est le matin que je suis mieux pour prendre des décisions. Donc voilà, je me pose. Après 1 heure, petit café, je continue à travailler tranquillement. Je fais des tâches un peu moins éprouvantes parce que je savais que j'avais mon battle, que j'avais beaucoup. Ça allait être énergivore l'après-midi. Et ensuite, mon bol de riz avant de m'entraîner et c'est tout. Et là, pour l'instant, voilà, comme je vous ai dit, j'ai rien mangé. Et après mon entraînement, là, tout à l'heure, je vais manger mon bol de watermelon, donc de pastèque, un bon bol de pastèque avant de manger. Donc, je vais voir comment je vais faire ça en Bretagne, en France, comment je vais manger mes fruits. Ça va être intéressant à voir. Parce que je vais être avec mes parents, mes choses comme ça, donc je vais pas manger mes fruits avant, donc je sais pas, ça fait bizarre. Après, je vais voir. Et du coup, après l'entraînement, là, je vais manger. C'est mon dernier repas à la Bali Time Chamber, un steak, un tenderloin. Je pense que je vais me prendre ça avec un strip loin, de la bonne viande,
Un bone marrow, pour ceux qui ne se connaissent pas, c'est un os à moelle, je crois que c'est ça. Donc plein de collagène, du riz, et c'est tout. Peut-être un troisième steak. Allez, troisième steak, peut-être, je sais pas. Non, du poulet, je vais manger du poulet. Parce qu'après, peut-être, je vais rien manger pour dans l'avion et tout. J'ai pas envie de. La qualité, ça va être dégueulasse. Je vais pas être bien. Donc, je crois que je vais me faire un gros repas là. Je sens que mon estomac, il m'appelle et c'est ça que je kiffe, quoi. Il a un bon repas, je vais bien assimiler. Et après, je prends le taxi direction l'aéroport. Donc, voilà. Mais comme je vous ai dit, le contexte va être amené à changer en fonction de où je vais être, etc., des objectifs, du lieu. Donc, c'est pas fixe et c'est ça qu'il faut retenir. Voilà. Mais typiquement, c'est un bon repas, protéines, glucides après mon entraînement et le soir, je fais la même chose, tout simplement. Mais je mange plus le soir qu'après, parce que sinon, après, j'ai un coup de mou. Du coup, ensuite, le deuxième pilier, c'est la santé. Le truc le plus fou, c'est que je suis asthmatique de naissance. J'ai des traitements de fond depuis tout petit. On a essayé de me faire une désensibilisation quand j'étais en CM1. Je faisais que vomir. On ne savait pas d'où ça venait. En fait, c'était ça. J'étais allergique à ce médicament et j'en suis sûr c'est ça aussi qui a détruit mon système digestif, j'en suis sûr. Donc, voilà. Et ensuite, je continuais à avoir un traitement avec mon asthme. Quand j'ai eu ce fameux encore Covid, j'étais obligé de m'entraîner avec une ventoline, sinon je ne pouvais pas m'entraîner. Ça me bloquait tout. Enfin voilà, j'ai pas la meilleure santé du monde, hein, ça c'est clair. Et ici, c'est un truc de ouf, mais je prends plus mon asthme, je prends plus mon traitement. Alors qu'avant, c'était inconscient parce que je montais l'escalier, j'étais là. En fait, pour ceux qui ne savent pas, c'est du mucus ici, du mucus qui vient de bloquer les voies respiratoires. Et c'est pas, tu le sens, tu le sens directement. Tu bloques. Et du coup, j'allais prendre ma ventoline ou mon traitement de fond parce que sinon, j'arrivais pas à m'entraîner. Et ici, progressivement, je l'ai enlevé. Et maintenant, j'en prends plus. Et c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Donc, je pense que c'est parce que je suis ici en altitude. Je suis dans un environnement vraiment de dingue. Vraiment, c'est d'un point de vue santé, tout s'est amélioré. Mon cardio s'est amélioré, ma récupération aussi, mon sommeil aussi. Et c'est bizarre parce que, en fait, tu le sens pas directement, mais c'est quand tu te rappelles. Par exemple, je me rappelle en France, souvent, j'avais un jour où j'étais au top, le jour d'après, j'étais fatigué. Un jour au top, un jour fatigué. Et là, j'ai plus ça. Mais souvent, tu l'oublies, tu vois. C'est toujours pareil, tu oublies les bons petits trucs. Et ouais, vraiment, tout est mieux. Et je pense que c'est quand je vais revenir en France que je vais voir la différence. Je fais, ah ouais, putain, quand même, je récupérais bien là-bas. Donc voilà. Le seul truc d'un point de vue santé, c'est que là, dernièrement, j'ai de l'eczéma. J'ai jamais eu ça de ma vie. Enfin, si, quand j'étais petit, mes parents me disaient que je faisais beaucoup d'eczéma, mais après, j'ai jamais eu et je sais pas d'où ça vient. Donc peut-être les draps, peut-être la bouffe, hein, je sais pas d'où ça peut venir. Donc je vais voir en France si j'ai toujours ça et si c'est plus ça, je pense que c'était juste les draps ou un truc comme ça. Donc voilà, rien de trop grave. Ensuite, le troisième pilier, c'est les relations. J'ai fait des vraies connexions. Le premier camp, Nico Mercadier, donc comme je vous ai dit, c'est lui qui nous a fait les dessins, donc un pote. Nico, pareil, je le voyais parce qu'il était parti en Australie avec lui. Amine aussi. On a fait une vidéo sur la mobilité. J'ai partagé aussi un camp avec Baki et Ludo, qui sont des gens qui m'ont aussi énormément inspiré, énormément influencé dans ma pratique. Donc, j'ai pu partager quand même un mois avec eux. Donc, ça, c'était vraiment cool. Baki, beaucoup plus. Donc, j'ai appris aussi à mieux connaître Baki. On a fait un podcast ensemble. Enfin, c'était vraiment cool. Et c'était un mec que j'ai toujours voulu quand même creuser un petit peu parce que c'est un mec qui a une grosse carapace. Il a un physique stratosphérique, il a une aura, il a ces choses-là. Mais au fond, moi, ce que je voulais, c'était les discussions profondes et tout. Et on a pas mal discuté sur notre vision de la vie, sur notre vision des relations hommes-femmes, plein de choses. Donc, c'est vraiment des bons trucs que je retiens. Donc, ça, c'était vraiment cool. Ensuite, Ludo. Encore un Ludo qui habite en Australie. Une trop bonne rencontre. On a eu des super discussions. En fait, comme il a les mêmes sensibilités sur essayer d'optimiser un peu tout, on se retrouve sur plein de points. Il fait du street lifting aussi. Adrien, donc, qui habite en France, un Parisien qui il a fini école de commerce et après il est venu ici. Et voilà, on a pas mal connecté, on a travaillé ensemble sur, par exemple, le Black Friday. On a travaillé un petit peu ensemble sur toute la campagne, un petit peu pour promouvoir les promos de cette grosse offre. Donc, ça a été un peu un insistant durant cette période et c'était vraiment cool. On a partagé aussi des moments où on est parti dans le sud,
où on travaillait, mais on explorait, on parlait de tout et c'était vraiment très, très enrichissant. Donc, je pense c'est sûr, on va se revoir en France. On va voir encore comment on fonctionne pour le futur, etc. D'un point de vue professionnel, moi, c'est tout nouveau pour moi de déléguer ces choses-là. Donc, j'essaye de prendre le temps aussi, de voir la situation et de proposer les meilleures choses possibles, tout simplement. Donc, comme vous l'avez compris, quand même, c'était surtout des relations professionnelles. Avant tout, tu vois, tout ça, quand même, c'est lié un peu avec la profession, avec la passion. Et j'ai davantage ici à la Bali Time Chamber, davantage connecté avec des Français. Parce qu'il n'y a pas la barrière de la langue. Moi, je ne parle pas très, très bien anglais, donc c'était beaucoup plus simple. On avait beaucoup plus de points communs sur la culture, sur toutes ces choses-là. Donc, c'était beaucoup plus simple. Mais sur la fin, j'ai commencé à m'ouvrir aux internationaux. Typiquement, ici, avec le powerlifter, on a fait une vidéo ensemble. On a partagé pas mal de discussions parce qu'on a la même passion. Donc, en fait, je suis arrivé, il est dans la même cabine que moi. J'ai vu une ceinture SBD, donc direct, on a parlé, etc. Donc, voilà, ça, c'est des moyens de casser, on va dire, le plafond. Enfin, pas le plafond, mais la vitrine, disons. Donc, ça, c'était cool. Ensuite, la plus grosse, quand même, la plus grosse relation professionnelle que j'ai eue, c'est celle avec Nico et qui fait que commencer. Où on a lancé le podcast sur lequel j'enregistre. Là, le podcast La Salle du Temps podcast et un projet commun qui arrive l'année prochaine où je vais passer encore un step supérieur. Donc, ça va être tout nouveau pour moi. J'ai pris le temps de réfléchir, mais c'est ce que je suis venu chercher. J'ai très, très hâte de vous en parler et je compte sur vous pour soutenir comme vous avez fait depuis tout ce temps. Donc, j'ai hâte. #Ikigai, je dis rien de plus. Bon, le seul point, on va dire, sur lequel il faut que je continue à m'améliorer d'un point de vue relation, vous le voyez venir, c'est mes relations avec la jante féminine. Parce que ici, dans les montagnes, c'est pas facile de rencontrer des femmes, tout simplement. Mais j'ai appris beaucoup de choses sur ça, sur relations hommes-femmes, avec toutes les discussions. Parce que Nico, il est en couple depuis 4-5 ans, il va avoir un enfant. Donc, on parle de tout ça. Et en fait, ouais, c'est un truc, c'est quelque chose de tout nouveau pour moi. Moi, j'ai eu une relation de 2 ans avant, qui s'est pas très très bien finie, et j'ai compris. Moi, mon but, c'est de comprendre pourquoi la relation s'est pas bien passée, disons, enfin pas bien terminée. Pourquoi, tu vois, tout simplement, et qu'est-ce que je recherche comme relation. Je pense que là, j'ai 23 ans, je vais avoir 24 ans, j'ai envie encore d'expérimenter, de découvrir plus de femmes, tout simplement, de découvrir différentes personnalités, différents caractères. Mais je sais ce que je veux. Comme je sais je veux me poser, avoir un cadre. Parce que c'est comme tout, c'est comme le business, c'est comme le sport, c'est créer des trucs long terme. Juste une relation comme ça, qui dure quelques mois, tu crées rien. Tu vois, c'est cool. Mais j'en ai besoin. Je pense que j'ai besoin d'expérimenter des petits trucs comme court terme, voir avec quel genre de profil je me sens le mieux, par exemple, tu vois. Et après, une fois que je trouve la bonne, je trouve la bonne. Et c'est ce que les choses sur lesquelles j'ai envie de travailler. Et puis surtout, mon rêve, entre guillemets, c'est de créer. Avant, j'étais un peu. L'homme, il fait son truc. La femme, elle est indépendante aussi. Si elle a envie d'entreprendre et tout, let's go. Je vais pas la brider. Maintenant, mon truc, c'est qu'on soit tous les deux, qu'on soit une équipe, en fait. Qu'on fonctionne tous les deux. Et comme quand tu collabores, comme je collabore avec Nico dans le business, on a chacun nos forces et on se concentre là-dessus, on communique. Et c'est ce genre de relation que j'ai envie de trouver. Après, voilà, peut-être ça sera autre chose, ça va évoluer. Mais là, pour l'instant, je pense que c'est ça que j'ai envie. Tu vois, un truc où on est hyper connecté. Et moi, je continue à développer mon truc parce que j'ai la chance de vivre de ma passion, de ce que j'aime. Et elle, si par exemple, je sais pas, son kiff, c'est le marketing, c'est tu vois, plus la psychologie, plus le social et tout, elle va venir en plus sur le projet et on va faire un projet commun. Et ça peut changer d'identité, etc. Je suis pas fermé, justement. Et je pense que c'est sur ça que j'aimerais me tourner, mais on verra bien. On verra bien parce que c'est quand même de plus en plus difficile de trouver des femmes qui sont avec toi en fait dans le projet. Et avant, je me disais non, ça peut être la femme qui a le lead, qui a les idées. Et je sais pas, ça va peut-être évoluer, peut-être que je vais regretter ce que je dis, mais je pense pas.
au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est l'homme qui doit l'idée et la femme, elle vient épauler. Enfin, elle vient épauler l'homme et ensemble, on a un truc no limites. On est indestructible, en fait. C'est une vision assez traditionnelle, mais que j'ai envie de moderniser avec des paillettes, bien entendu, tu vois. Mais ma vision, c'est voilà. Je travaille, je continue. Elle vient m'apporter son soutien à fond. On partage des putains de moments ensemble. On est là dans les mauvais moments comme dans les bons moments. Elle a son indépendance sur les choses qu'elle aime, mais faut pas que ça devienne du travail, selon moi. C'est ses passions. Tu vois, si elle aime bien écrire, si elle aime bien danser, elle est libre là-dessus. Et a fait son travail avec moi. Je lui donne la possibilité de travailler avec moi. Et ensuite, on avance ensemble. Et ça, pour moi, c'est la vision que j'ai actuellement. Voilà. Si là, j'ai une femme en face de moi, c'est ce que je rechercherais, tout simplement. Peut-être c'est amené à évoluer en fonction des rencontres, des choses comme ça que je vais voir. Mais voilà, je suis plus sur quelque chose de traditionnel. Mais voilà, en fait, c'est con, mais moi, dans ma famille, j'ai l'impression que c'était quand même plus ma mère qui prenait le lead, tu vois, qui prenait les décisions, qui faisait les choix. Du coup, je me disais, j'ai été dans ce foyer-là, donc pour moi, les deux étaient probables. Mais je pense que le mieux, quand même, c'est surtout quand tu as la vision entrepreneuriale, c'est l'homme qui prend les décisions, c'est tout con, mais tu vois, il choisit le resto, il choisit où on va, il choisit les projets. Et la femme, elle a son mot à dire. Elle est là pour venir dire « Ah ouais, ça, t'es sûr de ci, de ça, moi je serais plus... » Voilà, on construit un truc ensemble. Mais elle ne vient pas prendre le lead, tout simplement. Voilà, c'est ma vision. Peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord. Je suis libre à écouter tout ça. Moi, je suis encore très, très jeune là-dessus. Donc, je suis libre à écouter tout ce que vous avez à dire là-dessus. Tout simplement. Donc, voilà. Le seul truc, c'est au niveau relations, je n'ai pas rencontré trop de femmes. J'en ai rencontré quelques-unes. Mais rien de sérieux déjà. Hein, sinon, je l'aurais dit. Enfin, non, je pense que je l'aurais gardé pour moi quand même. Mais j'ai quand même mis en priorité, vous l'avez compris, comme toujours, mon business. Pour moi, quand je dis business, c'est mon sport et mon aventure entrepreneuriale. Les deux sont liés. C'est que je me considère toujours avant tout comme un athlète. Et un athlète, après, qui partage en fait ses expériences et du coup, derrière, ça crée un écosystème et un business model, tout simplement. Ensuite, du coup, d'un point de vue business, donc ça, c'était le dernier pilier. Donc, c'est ma meilleure année. Il n'y a pas de secret. J'étais dans l'action. Je suis entouré de gens qui réussissent, qui font des trucs. Donc, il n'y a pas de secret. Mon énergie était peut-être un peu plus là-dessus. Et puis, ça fait quand même 3 ans maintenant que je suis à mon compte. Donc, j'apprends plus de trucs. Tout va plus vite. Donc, j'ai appris tellement de choses et ce que j'ai mis, tu ne sais pas ce que tu sais pas. Il y a plein de choses que je ne savais pas, même si maintenant on a la chance d'avoir YouTube et du coup plein d'informations à disposition. C'est pas pareil la vraie vie quand même. Donc je vous encourage vraiment à vous entourer de personnes qui vont vous tirer vers le haut là-dessus. Donc de ce que j'ai retenu, c'est le côté vision. Par exemple, c'est avoir la vision de son projet. Moi, j'avais toujours ça. Mes programmes, c'était ça. Je veux des trucs, des programmes éducatifs. Je veux transmettre des vraies connaissances. Je veux que ça soit une vraie expérience. Donc, en fait, ça, c'est une vision. Et ça, c'est personnel. C'est moi, c'est ce que je veux emmener. Donc, ça, il ne faut pas se l'enlever. Il ne faut pas être influencé trop par les autres. Il faut s'écouter soi. Ensuite, la gestion. Gérer son entreprise comme une entreprise. Et moi, c'était un peu plus au feeling, à l'artistique, c'est bon, déjà, je vis de ma passion, trop bien. Non, à un moment, c'est du travail. C'est comme l'entraînement, ça doit être sérieux aussi, tu vois. C'est pas, là, je suis fatigué, je vais travailler moins. Il faut travailler tous les jours et c'est comme ça que vraiment, tu récoltes les fruits de ton travail. Donc, ce que j'ai mis, gestion, organisation, c'est ça. Moi, de base, je suis pas quelqu'un d'organisé, j'ai appris à le faire, à voir. Et c'est ça que je kiffe en fait avec l'entrepreneuriat, c'est du développement personnel en fait. Mais dans l'action, c'est pas du développement personnel, juste écouter des vidéos. Non, tu fais les choses et tu les appliques. Tu vois, je regarde des trucs et tout. Par exemple, sur la nutrition,
ouais, c'est vrai que quand je travaille le matin, je suis plus productif. Tac. En fait, ça, c'est un peu du développement personnel, mais que tu t'appliques sur toi. C'est pas, tu prends plein d'infos, mais tu l'appliques jamais, sinon ça n'a aucun sens selon moi. Et aussi, ce que j'ai du coup appris, c'est j'ai commencé à déléguer, donc à mieux gérer mon temps, à être moins stressé. Ça, c'est, vous voyez, de toute façon, j'ai les cheveux blancs, j'ai une calvitie, donc je pense que ça doit être génétique, mais je suis quelqu'un quand même de très stressé, qui a envie de faire les choses bien, et du coup, des fois, ça me tue de l'intérieur. Et là, quand même, le fait de voir comment Nico il gère son temps, etc., ça m'a appris plein de choses, et j'ai pu progressivement commencer à déléguer. Donc ça, c'est incroyable. Mais parce que j'ai fait le travail avant, et je suis encore à 10% de comment savoir déléguer, etc. Donc c'est très, très intéressant. Le truc que j'ai noté quand même, c'est un truc que j'ai retenu, que j'ai toujours compris quand même, c'est faut compter sur soi avant tout. C'est vraiment le truc le plus important. Ici, je suis entouré de plein de gens qui réussissent et tout. Mais c'est pas, tu vas arriver ici et hop, tout va se passer. Ils s'en battent les couilles. Les gens, ils sont focus sur leur projet, en vrai. Tu vois, ils sont sur leur ordi, ils sont sur leur projet. Ils s'en battent les couilles de toi. Même si tu arrives avec un truc et tout, mais il faut leur proposer des choses. Et c'est ce qui s'est passé avec Nico en soi. C'est... moi, j'avais déjà construit mon business en ligne. J'avais, voilà ce qui se passe dans ma vie, le travail que j'ai fait, le travail que j'ai accompli, les résultats que j'ai. Et maintenant, on peut peut-être faire une aventure encore plus grande, tu vois. Mais c'est comme l'entraînement. Moi, je m'en bats les couilles d'un mec qui arrive à l'entraînement, je l'ai déjà dit, et qui me pose 40 000 questions et qui n'applique rien à foutre. Ça me casse les couilles. Par contre, un mec qui dit rien mais qui s'entraîne comme un fou, ça, c'est un mec qui est en train de mettre des graines et qui va récolter le résultat. Et derrière, quand il aura le résultat, c'est tout con, mais vraiment, l'entraînement, il n'y a rien de plus parlant que ça. Le mec, il arrive, il fait, regarde, j'ai 50 tractions. Tu l'écoutes pas pareil qu'un mec qui a que 5 tractions et qui a pas fait le taf, mais qui fait que parler. Le mec, il a rien dit, il est arrivé, il a staff. Et c'est la même chose. C'est comme dans le business, c'est son résultat. C'est si on peut le comparer au chiffre d'affaires. Tu vois, tu dis, voilà mon résultat sur l'année. Et là, tu écoutes plus la personne. C'est normal. Tu vois, tu t'alignes à la personne que tu as en face de toi. Et ça, je trouve ça intéressant. Donc, vraiment, concentrez-vous sur vous avant tout. Donc, avant ne croyez pas que les choses vont venir à vous. C'est vous qui devez travailler sur vous et les choses vont arriver. Vraiment, c'est le plus important et c'est ce que je retiens. Là, demain, tu vois, je suis maître de ce que je construis et de ce que j'accomplis et c'est ça, pour moi, le plus important. Donc, concentrez-vous sur vous, arrêtez de vous comparer, on ne s'en bat les couilles. Inspirez-vous, mais vous comparez pas. Comparez-vous. Faites la comparaison sur vous par rapport à ce que vous y étiez il y a un an, etc. Et c'est ce que je suis en train de faire ici. Tout simplement. On arrive à la fin du podcast, qu'après, je vais être à la bourre. Il faut que je mange et que je prépare mes affaires pour prendre l'avion. Donc, les objectifs. L'année prochaine, j'aimerais faire 3 compétitions. Parce que cette année, il n'y avait que du street lifting. Je vous dis, moi, ça me casse les couilles, vraiment, je vous le dis. Parce que il n'y avait pas les compétitions que... Je pouvais pas m'exprimer, donc après j'étais parti à l'étranger et puis j'avais fait quand même pas mal de compétitions l'année dernière, mais ça m'a saoulé. Donc j'aimerais, en fonction de comment ça se passe, normalement c'est avril, janvier, février, mars, avril le FIBO. Normalement ça serait Gore Nation qui prenne le lead, donc qui ferait un truc un peu comme Burning Gate, ça serait incroyable. Ensuite janvier, février, mars, avril, mai c'est Atlas, Montgeron, donc à Paris. Je vais la faire. J'ai hâte de voir, il se passera ce qui se passera, tu vois. J'ai des battles. En fait, ce qu'il faut retenir par rapport aux battles, c'est que pour moi, c'est pas comme des compétitions, c'est des tournois. C'est pas du tout la même chose, c'est que tu peux te faire éliminer direct. Donc, c'est beaucoup plus difficile pour moi et injuste d'une certaine manière. Parce que tu as beau avoir fait la meilleure préparation, il y a quand même plus d'incertitudes. Donc, pour moi, c'est un tournoi comme dans Dragon Ball Z, quoi. Tu peux te faire jarter direct. Donc, Montgeron. Et après, Vulcano en juillet en Italie. Donc, ça ferait 3 bonnes compétitions, une en Allemagne, une en France et une en Italie. Donc, à voir. De base, en avril, c'était pas prévu. Donc, je comptais revenir à Bali vers mai pour me préparer pour celle de Montgeron, avec Alexis d'ailleurs. Il était chaud, mais je sais qu'il m'a dit qu'il serait chaud.
Mais s'il y a la compétition en Allemagne en avril, peut-être que je resterai en Europe. Je ne sais pas, ça dépend du format. Parce que c'est toujours pareil, voilà, les compétitions battle, je ne sais pas trop comment est le format. Et c'est toujours pareil, j'ai l'impression que depuis que j'ai gagné en 2019, j'ai l'impression d'avoir une étiquette, une pression, une identité, quelque chose. Et des fois, ça m'enlève un petit peu le côté putain, ouais, mais j'ai quand même envie de faire des compètes, j'ai envie de m'exprimer. Si je perds, tant pis, on s'en bat les couilles. Le but, c'est d'évoluer. Je le dis toujours, on apprend tellement de choses en faisant des compétitions. Et voilà, j'ai pas envie de m'enfermer là-dedans. Donc, mais j'ai toujours ça, j'ai l'impression qu'on va me juger, qu'on me dit regardez, le mec, il a gagné en 2019, maintenant il est sur les réseaux, c'est devenu un influenceur et en fait, il perd les compétitions. J'ai peur de ça, tu vois. Mais c'est trop contextuel, on se passera, enfin, on sait pas, tu vois. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que putain, je donnerai tout pour la prépa et pour la compète. J'éclaterai tout et c'est ça que j'ai envie. Voilà. Ensuite, lancer notre projet. #Ikigai. Je veux dire un de plus. Rencontrer plus de femmes. J'ai marqué rencontrer plus de femmes. Ouais, solo, oui, il faut se... Non, mais en vrai, là, parlons franc, c'est un truc où c'est pareil, les relations, c'est du travail. Ça va pas te venir dessus. Et moi, je fonctionne beaucoup en priorité. J'ai l'impression que mes priorités, c'est mon entraînement, mon business, ma famille, mes amis. Et les relations, comme j'ai souvent été déçu par la gente féminine, je travaille pas autant que je travaille sur mes autres piliers. Donc, c'est normal que j'ai moins de résultats, en fait. C'est tout simple. Moi, les seules relations que j'ai eues, c'est que c'est venu à moi, en fait. Donc, let's go. Mais du coup, c'est de la merde parce que ce que j'ai retenu là, c'est qu'à un moment, si tu veux trouver une vraie femme et que tu veux une vraie relation, ça se travaille, ça se mérite. C'est comme l'entraînement, c'est comme le business, c'est comme tout. Donc, il va falloir que je m'investisse un peu plus là-dessus et que je gère plus mon énergie, etc. Donc, voilà. Ensuite, collaborer avec d'autres athlètes en France, en Europe. Si voilà, des feeds sur YouTube. Moi, je suis friand de tout ça. Peut-être des podcasts aussi avec ces gens-là, ça pourrait être vraiment incroyable. Continuer du coup le podcast parce que du coup, on va être en distanciel avec Nico. Donc là, on va voir si on va être capable aussi de continuer la régularité, mais j'ai aucun doute. Donc, on compte sur vous aussi pour vraiment, c'est vraiment important. Mettre des 5 étoiles, mettre des commentaires, partager le podcast. C'est vraiment... Moi, quand je vois les stats, ça me motive de fou, quoi. Je fais, ouais, putain, les gens, ils nous écoutent et tout. Vas-y, on continue. Même si je sais que ça prend du temps, le podcast, c'est vraiment important. Ensuite, projet physique ici, je vous en parlerai plus tard. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris, je vais revenir à Bali, bien entendu. C'est vraiment un lieu magique ici. Je me sens vraiment trop bien. Je me sens libre. Donc, je ne partirai... j'aurai une petite base ici. Mais restez au courant, j'aurai l'occasion de vous en reparler. Et on a un projet de fou là avec Nico, il m'a chauffé de ouf. C'est un truc de dingue, c'est acheter un van. Et quand on va en Europe, lui il a son van, moi j'ai mon van, on met une barre de traction, des poids et tout dans le van et on voyage. Mais incroyable. T'es là, et d'où on revient à ce truc de calisthenics, de pouvoir s'entraîner partout où tu vas, de pas être dépendant. T'es là, dans n'importe quel pays tu voyages, bam, barre de traction, on s'entraîne, on fait nos émobs partout dans l'Europe, mais incroyable, ça c'est un truc que j'ai toujours rêvé et je pense que c'est vraiment le parfait timing, quoi. Si je fais mes compètes et fin d'année, vas-y, on expérimente ça, la dinguerie, et on documente tout ça sur YouTube. On essaie même de trouver des sponsors, Cornation, Flodis, Nutrimus, s'ils veulent bien suivre sur ça pour financer un peu tout ça, ça pourrait être incroyable. Et on vient vous rencontrer, on fait des podcasts avec les gens, mais waouh, ça me chauffe tellement. Une maison vivante, mais où tu peux t'entraîner et où, comme on disait, où on s'octroie la liberté de prendre peut-être une semaine dans des Airbnb, des choses comme ça, et on kiffe, quoi. On kiffe de ouf. On dit c'est ça qui est trop bien en fait avec la communauté calisthénique. C'est, par exemple, je vais en Italie où il y a Christian, je lui dis vas-y, t'es chaud, on prend 5 jours dans un Airbnb. On est à plusieurs, donc ça, on réduit les frais. Et let's go, quoi. On partage, on kiffe. Incroyable. D'où le fait de parler anglais, etc. Tu vois, vous comprenez où je veux en venir et où je veux emmener aussi le business l'année prochaine. Restez au courant. Ikigai.
Donc voilà, pour finir, ce que j'ai noté, c'est continuer mon chemin. Je suis trop reconnaissant et ouais, je kiffe mon chemin. Je kiffe continuer. Là, je suis dans le flow. Je suis à fond. Là, je kiffe et je continue tout ça. Continuer d'évoluer, continuer d'apprendre, continuer de partager, continuer de s'adapter. Et surtout, c'est ce que j'ai noté, continuer ma putain de mission parce que je suis sûr que dans ce monde, on est là pour quelque chose, on a une mission, il faut l'accomplir parce que c'est pas sur notre ligne morte qu'on va dire putain merde, j'aurais dû faire ça. Il faut le faire maintenant et prendre des bonnes décisions. Donc prendre des bonnes décisions, ça c'est lié avec tout ce que je vous ai dit avant, avec la santé, avec les relations, être bien entouré, avec ouais, bah, c'est ça, la santé, les relations, le business, voilà, les objectifs. Et c'est comme ça que tu prends des bonnes décisions et que tu deviens la personne que tu as toujours voulu être et que tu as le moins de regrets possible, parce qu'on ne veut pas de regrets ici. Donc, j'en suis sûr que tout le monde a sa mission. Et c'est comme ça qu'on découvre la vraie vie. La vraie vie, ouais, je pense. On n'a plus de chaîne parce que, n'oubliez pas, on a des chaînes. Ils sont plus comme avant, on les voit plus, ils sont plus physiques. Mais croyez-moi, vos chaînes-là, ils sont dans votre putain de tête et c'est que des putains de croyances limitantes. Et vraiment, écoutez-vous. Faites les choses par vous-même. Essayez d'être le moins influencé possible, surtout par les choses que vous ne contrôlez pas. Les réseaux sociaux, les films, les choses comme ça, on vous met plein de trucs dans la tête. Restez toujours hyper critique. Développez ça tous les jours, votre esprit critique. C'est pas parce qu'on vous dit un truc que c'est la vérité. Au contraire. Et je vous le dis, moi, quand même, Nico, vous l'avez vu, je pense que sur le podcast, il est leader. Il a peut-être plus de temps de parole, tu vois. Et moi, je suis plus en retrait, j'ai encore moins d'expérience, moins de conviction encore. Mais j'écoute pas tout ce qu'il me dit. Enfin, j'écoute tout ce qu'il me dit. Mais après, je fais moi mon truc. Et c'est ça qui est important, vraiment. C'est pas, ah ouais, tu m'as dit ça, ok, je vais faire ça. Tu vois, les émums, ah ouais, tu m'as dit que les émums, c'est bien, ok. Non, après, moi, je fais mon truc. Et ça, c'est important. C'est vraiment important. Parce que quand tu parles bien, quand tu es inspirant, quand tu as de l'aura et tout, tu peux faire ce que tu veux. Donc, vous ne faites pas avoir. Vous ne faites vraiment pas avoir. Contrôlez-vous toujours. Vous-même, contrôlez votre corps, votre pensée, votre esprit. Et surtout, je vais finir là-dessus, cultivez votre âme. Parce que s'il y a un truc qu'on ne peut pas vous enlever, les gars, c'est l'âme que vous avez en vous. Ça, vraiment, je vous le dis, c'est vraiment trop important. On peut vous enlever tout. Tous vos biens matériels, votre façon de penser d'une certaine manière, parce qu'on peut vous dicter plein de trucs. On peut vous enlever même votre corps en foutant de la merde dans votre corps. Mais il y a un truc qu'on ne peut pas vous enlever, c'est cette âme. Méditez là-dessus. On se retrouve très vite sur YouTube, dans un autre podcast. C'était Flo. Je vais manger. Je vais prendre mon avion. Je vous donne tout de ma force. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Ciao. Prenez soin de vous.